Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Twitch de Sciences et Avenir. Ce soir, on va parler de la cellule avec un invité, Nicolas Minc. Bonjour. Merci encore d'être là. Je vais te présenter juste un peu après. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais un peu parler de Sciences et Avenir et de la rédaction aussi Sciences et Avenir et la recherche, notamment au travers de notre magazine mensuel de vulgarisation scientifique. Il est là, mais aussi ici. Le dernier numéro, il est sorti aujourd'hui dans les kiosques. C'est sur les technologies innovantes des nouvelles armes, avec un budget français d'ailleurs qui augmente chaque année, donc ça va bouger niveau technologie au niveau des armes. Sciences et Avenir, c'est aussi un hors-série avec les dossiers de Sciences et Avenir. Cette fois-ci, c'est sur la science au Moyen-Âge. C'est le numéro d'avril et de juin 2025. Il y a vraiment de super belles images, donc c'est super chouette à consulter et à feuilleter. Et enfin, il y a le MOOC, le magazine trimestriel La Recherche. Et cette fois-ci, il est sur les trous noirs et c'est aussi celui d'avril et de juin. Bon, bref, il y a plein de thématiques que vous pouvez explorer avec Sciences et Avenir. Mais d'ailleurs, c'est aussi un site web qui publie des articles tous les jours, des vidéos et une chaîne Twitch sur laquelle on se trouve ici. Donc, bienvenue à tous et à toutes si vous arrivez maintenant. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour parler de la cellule, ce qui est vraiment à la base du vivant. Et on va reprendre les bases, mais aussi surtout pour s'en affranchir. Parce qu'une cellule, c'est pas uniquement un noyau avec de l'ADN. Il y a toute une mécanique complexe qui est derrière, ce qui fait que la cellule vit, se divise, meurt. Donc étudier son fonctionnement, c'est aussi étudier son dysfonctionnement avec toutes les pathologies qui peuvent arriver derrière. Et donc, pour parler de ça, je suis avec Nicolas Minc. Tu es directeur de recherche au CNRS, à l'Institut Jacques Monod. Et donc, tu diriges une équipe qui travaille sur l'organisation spatiale de la cellule. Et donc, je travaille d'ailleurs sur des oursins. Je trouvais ça assez marrant. Et tu as été aussi lauréat du prix Impulse Science l'année dernière, en 2024, sur ton projet de recherche sur le cytoplasme et son rôle dans la régulation sur la division cellulaire. Exactement. Petite précision, Impulse Science, c'est un programme qui finance sur 5 ans des chercheurs. Il y a 7 lauréats par an et c'est 2,3 millions d'euros pour chaque lauréat. Et ça a été créé par la fondation Bettencourt-Schweller, qui est partenaire de l'émission et qui accorde des prix et des financements dans plein de domaines, notamment des arts et des sciences. Bon, maintenant, je pense qu'on peut entrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas à poser des questions durant tout le live. On va y répondre au fur et à mesure. Au fur et à mesure, pardon. Donc, si on reprend depuis le début, la cellule, c'est vraiment l'unité de base du vivant. Et c'est vraiment très lié au microscope, la découverte des cellules. Et la première cellule a été découverte en 1665 par le naturaliste anglais Robert Hooke. Et ensuite, la théorie cellulaire, elle a émergé 200 ans plus tard avec le botaniste allemand Matthias Jakob Schleiden. Donc le résultat est un des éléments de la théorie cellulaire, c'est notamment le fait que tout être vivant possède une ou plusieurs cellules. Mais le truc, c'est que par contre, toutes les cellules sont différentes. Toutes les cellules, on n'a pas du tout la même cellule qu'une bactérie ou un végétal. On est d'accord? Oui, tout à fait. Donc en fait, définir ce qu'est une cellule, c'est même très, très compliqué parce qu'il existe, même si on regarde dans nos organismes, on a des centaines, des milliers, voire des millions de cellules différentes qui nous composent. Si on regarde plus largement à l'échelle des organismes qu'on trouve sur Terre, et là, on rentre dans peut-être des milliards de types de cellules. Donc évidemment, il y a toute une diversité, mais on peut en effet faire des classes en fait de types cellulaires. Et donc, par exemple, on classifie en général les cellules, les organismes, en fait, suivant qu'ils soient, par exemple, prokaryotes ou eucaryotes. Alors ça, la définition se fait sur le fait que les cellules aient des noyaux ou n'en aient pas. Donc un prokaryote très connu, c'est la bactérie. Évidemment, les bactéries sont des prokaryotes très connus. Et là, l'ADN... Notamment, j'avais une petite image sur la bactérie. Voilà. Donc là, comme vous le voyez dans l'image de la bactérie, on voit que l'ADN est juste immergé en fait, au sein du cytoplasme. Il n'est pas enveloppé dans une enveloppe nucléaire. Il n'y a pas de noyau. Et contrairement à ça, on a les cellules eucaryotes, en fait, qui, cette fois-ci, ont protégé le matériel génétique par un noyau. Et donc ça définit en fait 2 grandes classes d'organismes. Mais il y a plein d'autres différences. Donc, par exemple,
Les bactéries, pour commencer, puisqu'on parle d'elles, ce sont des organismes unicellulaires. C'est-à-dire que, en tant que telle, une bactérie, c'est une seule cellule et elle va se diviser, générer 2 filles qui vont se comporter, comme des individus uniques, en fait, qui ont juste besoin finalement de leur environnement pour grandir, pour se diviser, et elles n'ont pas vraiment besoin d'interagir avec les autres bactéries dans la colonie, même s'il y a des mécanismes plus compliqués d'interaction au sein des bactéries. Oui, parce que c'est des organismes unicellulaires et pas multicellulaires. Parce que du coup, il y a aussi cette différence-là. Exactement. Et donc Je pense que tu peux peut-être un peu plus rentrer dans le cadre, parce que là, du coup, on est peut-être... voilà, sinon je changerai un peu, mais sinon, je ne voyais pas du tout. Et donc, les organismes multicellulaires, comme tu l'as dit, et là, on rentre dans 2 grandes classes, en fait, les plantes et les animaux. Donc, ce sont des organismes multicellulaires. Et là, au sein d'un organisme multicellulaire, la cellule toute seule, finalement, ne fait pas grand-chose. Enfin, elle est quand même capable de faire des choses, mais pour son fonctionnement normal, elle a besoin d'interagir avec ses voisines. Et donc, en général, les cellules sont immergées dans des tissus multicellulaires. Et donc, il y a beaucoup de communication, d'interaction avec les cellules voisines. Et finalement, l'unité de fonction va plutôt être à l'échelle de plusieurs cellules, d'un tissu, etc., voire éventuellement d'un organe. Voilà, donc ça, c'est 2 distinctions très, très, très générales, en fait, qu'on peut voir dans les cellules. Après, d'autres distinctions, par exemple, si on compare, je ne sais pas, une bactérie à une cellule animale, une bactérie va être toute petite, typiquement, va faire 1 micromètre de diamètre. Donc, ça a pris beaucoup de temps, en fait, avant qu'on puisse imager les bactéries, puisque tu as fait un historique de la microscopie, alors que les cellules animales, les cellules de plantes, finalement, très tôt, avec des microscopes rudimentaires, on a pu les observer. Notamment, je pense à cette image-là. Je pense que c'est une image qu'on a tous dû faire au collège avec la cellule d'un oignon. C'est une petite cellule de racine, et c'est vrai que on voit vraiment les différences qu'il y a en fait entre tous les types de cellules, entre cellules eucaryotes, procaryotes. Et notamment, Anthony, tu me parlais d'archées. Et du coup, c'est un autre type ou c'est dans les cellules procaryotes? Ça, j'ai un doute. Voilà, exactement. Donc, en fait, il y a 3 grandes branches dans le vivant. Il y a finalement, il y a les bactéries, les archées et les métazoaires, en fait, qui sont les organismes multicellulaires, et les eucaryotes plus généralement. Donc, en fait, les archées sont aussi des prokaryotes, mais qu'on a découvert beaucoup plus récemment, donc qui restent encore assez mal caractérisés. Et donc, les archées, par exemple, sont très intéressants parce qu'ils font partie de ce qu'on appelle les extrémophiles. Donc, on trouve des archées dans des environnements complètement défavorables à la vie, où on pensait qu'il n'y aurait jamais de vie. Et donc, en fait, il y a énormément de recherches qui se fait, moi, je dirais depuis une vingtaine d'années sur les archées. On ne comprend pas très bien comment ils fonctionnent. Ils sont très durs à faire grandir, par exemple, en conditions de laboratoire. Donc, c'est des organismes beaucoup plus difficiles à étudier. Voilà, mais donc c'est les 3 grandes branches du vivant, les bactéries, les archées, qui font partie des prokaryotes et des eucaryotes. Et notamment, il y a une question de Roulis sur est-ce que les bactéries qui vivent en colonie peuvent être considérées comme un être multicellulaire? Voilà, donc ça, c'est une très, très bonne question. Donc, les bactéries, en fait, dans la nature, on les trouve souvent dans ce qu'on appelle, par exemple, des biofilms, où en effet, elles forment des sortes de communautés multicellulaires, alors à peu près multicellulaires, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'organisation au niveau du biofilm, par exemple, avec certaines bactéries qui font... Le biofilm, c'est quoi? Un biofilm, en fait, c'est un agrégat, si vous voulez, de micro-organismes qu'on peut trouver dans plein d'environnements. Typiquement, les croûtes de fromage sont des biofilms où il y a des mélanges de champignons et de bactéries, par exemple. On trouve des biofilms au sein de nos intestins. Donc, en fait, c'est des sortes de communautés multicellulaires. Après, ça constitue pas vraiment un tissu comme on a dans les cellules, dans les organismes végétaux, dans les organismes animaux, où vraiment les cellules sont collées, interagissent, communiquent avec des signaux particuliers. Il y a des équivalents, je dirais, au sein des biofilms, au sein des communautés microbielles, mais les mécanismes sont un petit peu différents. Donc, en effet, il y a toujours un petit peu ce débat, est-ce que finalement la multicellularité n'existait pas déjà au sein des organismes unicellulaire, soi-disant. Il y a une forme de multicellularité, mais je dirais qu'elle est un peu différente, un peu plus simple, entre guillemets, que celle qu'on trouve chez des vrais organismes multicellulaires. D'accord. Et pour en revenir un peu, du coup, aux différences entre les cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes, notamment, il y a plein de composants dans la cellule eucaryote, et c'est vrai qu'on a l'habitude de la voir juste avec une membrane.
un noyau, enfin l'ADN dedans, même on voit même pas, et puis c'est tout. Alors qu'en fait, il y a plein d'organites dedans. Du coup, je voulais un peu revenir sur ça parce que ça conditionne totalement, du coup, comment la cellule va fonctionner. Donc Voilà, exactement. Donc, une autre grosse différence, par exemple, entre les bactéries et les cellules eucaryotes, c'est la présence de compartiments intracellulaires qui sont en effet entourés de membranes, hein, donc qui sont faits de lipides finalement. Donc, il y a une sorte de séparation, de compartimentalisation. Où on va avoir des membranes qui permettent d'encercler entre guillemets des compartiments fonctionnels dans la cellule. Donc par exemple, quelque chose que peut-être que les gens ne savent pas forcément, au sein de chacune de nos cellules, on a des bactéries qu'on appelle les mitochondries et qui en fait sont responsables de générer l'énergie cellulaire. Donc elles produisent des molécules qu'on appelle l'ATP par exemple. Ouais, c'est un peu le moteur de la cellule. Voilà, c'est la source d'énergie chimique en fait pour la cellule. Donc c'est un composant essentiel. Et donc la mitochondrie, c'est une bactérie en fait qui au cours de l'évolution s'est retrouvée au sein des cellules eucaryotes. Donc ça c'est un des compartiments assez je dirais exotiques qu'on trouve dans les cellules eucaryotes. Il y a d'autres compartiments. Donc par exemple il y a l'appareil de Golgi que vous voyez à gauche ici dans le donc il y a une sorte de forme de tubule assez jolie en fait, très très beau, qui a été décrit par un scientifique italien qui s'appelle Golgi et donc qui sert lui en fait à fabriquer d'autres petites vésicules, et ces vésicules vont être sécrétées, vont amener du matériel, des protéines, des lipides jusqu'à la surface de la cellule. Donc la surface, c'est-à-dire la membrane plasmique, c'est-à-dire vraiment vers l'extérieur. Donc il y a une communication continue entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Il y a des mécanismes qu'on appelle d'endocytose, où on va être capable d'ingérer par des petites vésicules du matériel qui est à la surface des cellules, et des mécanismes qu'on appelle la sécrétion, l'exocytose, où cette fois-ci on va pouvoir finalement relâcher dans le milieu extracellulaire des protéines, des facteurs, des toxines, voilà, certains éléments pour la communication. Donc ce qu'on trouve aussi à l'intérieur d'une cellule eucaryote qu'on ne trouve pas notamment dans une bactérie, c'est par exemple des membranes qu'on appelle le réticulum endoplasmique. Donc c'est un mot très très difficile à prononcer. Donc il y a une série de membranes qui a une forme assez particulière que vous voyez ici sur le schéma, et qui est très important notamment pour la fabrication des protéines. Donc c'est là où les protéines, en fait, la traduction est faite d'une grande partie des protéines. Il y a d'autres organites qu'on trouve. Donc par exemple on trouve ce qu'on appelle ici vous avez écrit les centrioles. Donc les centrioles, c'est pas vraiment entouré d'une membrane, mais c'est un centre organisateur pour la cellule. Par exemple, c'est quelque chose qui va permettre de nucléer des polymères. Nucléer, c'est-à-dire fabriquer, permettre la polymérisation de fibres en fait, que vous voyez ici, il y a écrit microtubules. Donc au sein d'une cellule, il y a des fibres qui servent un peu d'autoroute en fait pour organiser la cellule. Il y a des fibres qu'on appelle les microtubules, d'autres qu'on appelle l'actine, et qu'on trouve également très peu au sein des prokaryotes, et donc qui servent à donner une sorte d'organisation spatiale au sein de la cellule, une sorte d'autoroute, si vous voulez, pour que les vésicules puissent être transportées le long de ces autoroutes vers la surface ou vers une partie de la cellule. C'est vrai que la comparaison de Roulis avec l'usine avec du fret, ça correspond bien, vu qu'il y a vraiment ces autoroutes, ces routes maritimes presque finalement. Exactement, voilà. Donc en fait, il faut imaginer une cellule comme quelque chose de très très organisé, où finalement la cellule a besoin de savoir à chaque instant où est son centre, où est sa surface, où est l'avant, où est l'arrière, et donc elle définit en fait des zones, elle compartimentalise en fait certaines fonctions. Donc on trouve aussi par exemple au sein de la cellule des vésicules comme des lysosomes, qui sont des endroits où on va typiquement dégrader les protéines qui sont plus fonctionnelles. On trouve des endosomes qui sont en fait des petites vésicules par lesquelles en fait on amène du matériel depuis la surface de la cellule. Voilà. Mais d'ailleurs, Roulis voulait revenir un peu sur les archées, mais je ne sais pas si tu vas être à l'aise dessus. C'est peut-être notamment, c'était sur, je sais plus. Ah voilà. Est-ce qu'il y a des archées dans notre microbiote? C'est vrai que alors, je ne pense pas. on ne sait pas en fait. Voilà, on ne sait pas, mais je ne pense pas en fait. Je pense qu'on trouve les archées vraiment dans certains environnements particuliers. Je n'ai pas une réponse très précise là-dessus parce que je ne suis pas un spécialiste. Notre microbiote est fait principalement de bactéries, mais aussi de champignons. Donc on a des levures, certains champignons qui vivent en nous et qui contribuent finalement à la régulation de notre intestin, de notre digestion, etc. Ok. Et j'en profite pour rebondir par rapport à une question de Wamgi sur un être assez particulier
qu'on étudie pas mal en laboratoire, il me semble, c'est le blob. Le blob, ouais. Alors le blob, on l'étudie un petit peu en laboratoire, Ah, donc c'est pas trop. Fusarium, je crois son vrai nom scientifique, si je me trompe pas. Et en fait, il a été très popularisé, notamment par, je me rappelle plus de son nom, quelqu'un qui est à Toulouse, en fait, qui en a fait un vrai jeu pour enfants, en fait, parce que finalement, c'est une sorte d'organisme multicellulaire, mais qui vit dans ce qu'on appelle, qui représente ce qu'on appelle un syncytium, c'est-à-dire que les cellules ne sont pas séparées par des membranes, les noyaux flottent un peu dans un cytoplasme qui est partagé. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas de séparation, en fait. Voilà, c'est comme s'il y avait un tissu où on avait enlevé les séparations entre les cellules, en fait. Voilà, et donc mais ça reste pas quand même. Voilà, C'est pas une seule cellule. Exactement. C'est pas une seule cellule, en fait, du coup, quand même. On peut la considérer comme une seule cellule, en fait, mais en effet, il y a beaucoup de noyaux à l'intérieur, donc c'est un eucaryote assez compliqué. Si je me trompe pas, ça fait partie de la famille des amibes, et donc en fait, c'est assez magique parce que tout seul, le blob est capable, entre guillemets, de démontrer une forme d'intelligence, parce qu'il est capable de créer des branches, de tourner autour d'obstacles, de monter. Donc il y a cet article classique où ils avaient mis le blob. Ils avaient au Japon, en fait, ils avaient fait cette expérience où ils avaient donné les villes centrales que le réseau de trains reliait. Ça me dit quelque chose, qui était relié par le système de train au Japon. Ils avaient mis le blob et ils avaient donné à peu près les distances, etc. Et le blob, en fait, s'était auto-organisé pour créer des lignes qui finalement reliaient de manière très optimale les différentes villes. Donc, en fait, il était capable de, entre guillemets, calculer et d'optimiser, mais de fabriquer un réseau qui était quasi similaire à celui que les hommes avaient fabriqué. Bah, c'est vrai que du coup, même en étant un être unicellulaire, il y a une sorte d'intelligence qui se crée, quoi. Donc, Voilà, de toute façon. De toute façon, les cellules on peut considérer même une bactérie, si vous voulez, comme un organisme. Voilà, le blob, exactement. Merci. C'est exactement l'expérience à laquelle je faisais référence. Et voilà, donc il faut même une bactérie, en fait, aussi simple qu'elle soit, est capable de sentir son environnement, est capable de grandir, de sentir un gradient chimique dans son environnement, de nager vers ce gradient chimique. Elle est capable de se différencier, de changer, de s'arrêter de grandir. Donc, on peut considérer, voilà, donner une sorte de forme d'intelligence, même à une cellule unique, en effet. Ce qui est assez marrant, avant d'arriver sur une autre question de Roulis, merci beaucoup pour ta contribution, c'est par rapport au virus, parce que du coup, c'est pas considéré comme vivant. Ça peut-être pas s'étendre sur le sujet, mais c'est vrai que par contre, les virus, c'est pas vivant. Voilà, c'est pas considéré comme vivant. Les virus, sont quand même. Alors, voilà, la définition d'un organisme vivant, c'est un organisme qui est capable de se répliquer lui-même. Et donc, le virus est quelque chose un peu particulier parce qu'il est quand même capable de se répliquer, de se multiplier, mais il a besoin d'une cellule hôte, en fait. C'est ça, il va pirater la cellule pour pouvoir faire tout ce qu'il veut faire et se répliquer, quoi. Exactement. Donc, voilà, on trouve des virus à ADN. C'est-à-dire qu'en fait, un virus, c'est quoi? C'est une sorte de capside, donc une enveloppe, en fait, qui est faite de protéines. Et à l'intérieur du virus, il y a souvent soit de l'ADN qui est paqué, donc ça, c'est des virus à ADN, soit de l'ARN qui est paqué. Donc là, vous connaissez un virus à ARN très connu, qui est le coronavirus, dont on a beaucoup parlé, des virus à ADN. Je crois qu'il y a, alors si je me trompe, attendez, j'avais pris des notes. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, je me rappelle plus de virus ADN. Mais en fait, donc du coup, ils ont juste cette espèce de machinerie génétique à l'intérieur de leur capside et ils vont pénétrer l'hôte et en fait utiliser toutes les protéines, toute la biochimie de la cellule hôte pour répliquer leur ARN ou répliquer leur ADN de façon à produire les protéines qui vont permettre de se répliquer. Donc, ils se multiplient seulement en présence à l'intérieur d'une cellule hôte, quoi. Voilà, donc il y a des virus, par exemple, qui infectent évidemment les cellules humaines, mais il y a des virus qui infectent même les bactéries, en fait. Il y a des virus pour les bactéries, des virus pour les levures, pour les champignons, pour les plantes. Donc, en fait, il y a une sorte de symbiose qui s'est faite entre différents virus qui ne peuvent que survivre en présence de leur hôte. C'est ça. Ok. Et du coup, je vais rebondir sur la question de Roulis, c'est presque philosophique quand même, sa question, sur le fait que presque la conscience des cellules, ça évoque aussi la greffe, mais du coup, comment est-ce que nos cellules savent qu'elles font partie de nous et pas d'un autre humain, et pourquoi il y a des rejets de greffe? Peut-être ça rentre un peu plus sur de la biologie un peu moins fondamentale, mais il y a quelque chose qui définit l'unicité de chaque organisme, c'est le code génétique, finalement. Donc, en fait,
ce code génétique est traduit de manière très, 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 très sophistiquée au sein de chacune de nos cellules. Donc, notamment quand on essaie de faire des greffes, alors encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de cet aspect, les cellules sont en fait reconnues par notre organisme comme étant étrangères parce qu'elles présentent à leur surface en fait des facteurs, des protéines qui, entre guillemets, ne correspondent pas au code unique que l'on a au sein de chaque organisme, et c'est pour ça qu'en général, elles sont rejetées par le système immunitaire. Voilà. D'accord. Écoute, je propose de passer à une autre question que j'avais préparée. C'était sur la forme des cellules. Parce que, si je reprends l'exemple de la cellule d'oignon qu'on a étudiée au collège et de la cellule eucaryote, les cellules d'oignon, elles sont toutes carrées. Alors que par exemple, des cellules humaines, il y en a plein de types différentes. Et du coup, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi elles ont, notamment les neurones, pourquoi il y a autant de formes différentes? Qu'est-ce qui va déterminer la forme de ces cellules? Alors, la question est assez sophistiquée. D'abord, vous m'avez parlé de cellules d'oignon, donc c'est des cellules végétales, des cellules de plantes. Il y a une différence majeure, par exemple, entre les plantes et les cellules animales, c'est que les cellules de plantes sont entourées d'une sorte de coquille rigide qu'on appelle la paroi cellulaire. Et donc, la seule chose que les cellules de plantes sont capables de faire, finalement, c'est de grandir et de se diviser. Alors que les cellules animales, elles n'ont qu'une membrane plasmique, elles sont beaucoup plus malléables, déformables, et donc elles vont être capables en fait de migrer aussi. Elles peuvent se déplacer, une sorte de motilité, et ça, les cellules de plantes ne peuvent pas le faire. Donc d'un point de vue de la mécanique de la surface cellulaire, c'est très très différent, et ça, en effet, ça va avoir un impact fort sur la forme, la morphogénèse de la cellule. Alors, puisque vous avez parlé, par contre, on peut comparer différentes cellules animales. Donc ici, vous avez des cellules striées de muscles, et en bas à droite, vous avez des cellules de neurones qu'on voit. Donc en fait, les formes de ces cellules vont dépendre de beaucoup de paramètres. Donc, par exemple, les cellules animales, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des cellules qui sont capables de, entre guillemets, coller à leur voisine ou de coller à un substrat, par exemple à un autre tissu. Et donc l'endroit où elles vont coller et la façon dont elles vont coller, finalement, est très très régulé au sein de la cellule. Et donc ça va, entre guillemets, biaiser la morphogénèse. Comme ça, la morphogénèse qui est donc qui est la définition de la forme, la définition de la forme de la cellule. Donc ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect qui va réguler la forme, qui est ce qu'on appelle la contractilité. La contractilité, en fait, il faut voir qu'en dessous de la membrane plasmique de toutes les cellules animales, on a des réseaux de filaments, de filaments d'actine, en fait, qui sont couplés à des moteurs qu'on appelle la myosine. Donc, ce qu'on appelle l'actomyosine. Et donc, l'actomyosine, vous en connaissez un des exemples, c'est quelque chose qui est capable de contracter très rapidement. Et c'est ce qui permet d'ailleurs à nos muscles, finalement, de se contracter. Donc, c'est la même machinerie qu'on a finalement sous la membrane plasmique de chaque cellule animale. Et donc, en fait, c'est une machinerie qui permet de pincer un peu localement les cellules. Et donc, ça va permettre aux cellules de changer leur forme de manière dynamique. Et c'est vrai que qu'il y ait à ce point des différences, parce que notamment les neurones, ils sont vachement allongés quand même. Voilà. Alors, pourquoi les neurones sont allongés? On dit qu'en fait, ils ont une croissance polarisée. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons qu'on parte d'une cellule, d'un corps neuronal qui est rond au début, et il y a un endroit qui va être sélectionné à la surface de cette sphère, si vous voulez, et c'est que de cet endroit finalement que le neurone va grandir. Donc on dit qu'il y a une croissance polarisée, et il maintient une sorte de persistance sur la façon de grandir et de se déplacer, et donc c'est pour ça qu'on arrive à créer des tubes très très longs en fait. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il va adhérer au substrat, donc il maintient sa forme, et donc c'est comme ça qu'on arrive à allonger un neurone. Donc en effet, la façon dont les cellules vont grandir, vont adhérer à leur environnement, vont réguler leur contractilité, va définir finalement leur forme à un instant T. Et notamment, tu parlais de motilité. Je pense que c'est notamment la question de Roulis, encore merci beaucoup, sur comment est-ce que les cellules animales peuvent bouger. Parce qu'il me semble que pour les bactéries, il y a des petites flagelles, je crois que c'est le nom. Mais pour les cellules eucaryotes, c'est pas le cas, si? Voilà, alors les flagelles, en effet, permettent aux bactéries, entre guillemets, de nager par propulsion hydrodynamique, un peu comme un micro-nageur, c'est presque la même chose. Alors, ce qui n'est pas vrai, c'est qu'il y a aussi des cellules eucaryotes qui ont des flagelles. Donc, par exemple, il y a des algues unicellulaires qui peuvent aussi se déplacer et nager dans un milieu liquide. Et il y a une cellule très, très connue qui a une flagelle et qui peut nager, et c'est le spermatozoïde, évidemment, puisqu'il a besoin de ça pour aller trouver l'œuf et faire la fécondation. Donc, finalement, les flagelles sont des choses qu'on trouve à travers les prokaryotes et les eucaryotes. Elles n'ont pas forcément les mêmes compositions et la même régulation, mais c'est un mécanisme de motilité.
La motilité cellulaire, comme je l'entendais, c'est plutôt la migration d'une cellule, c'est-à-dire qu'une cellule va être, en général, va adhérer à un substrat, donc elle va être collée à une surface, et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en laboratoire très simplement. On peut prendre des cellules, les mettre même sur une plaque de verre, et naturellement, spontanément, ou alors en réponse à un gradient chimique, par exemple. Gradient chimique, ça veut dire? C'est-à-dire la présence, par exemple, de, je sais pas, de nourriture ou d'un signal, voilà, d'une molécule qui va permettre la signalisation. La cellule va le sentir parce qu'elle a des récepteurs à la surface cellulaire et elle va activer en fait toute une machinerie mécanique qui lui permet de se déplacer. Et donc cette machinerie, elle est organisée au sein de la cellule et elle repose encore une fois sur ces éléments du cytosquelette, donc c'est-à-dire les polymères d'actine notamment, qui vont générer des forces qui vont permettre, par exemple, à la cellule de faire avancer l'avant, puis de faire reculer l'arrière, et puis en fait la cellule va marcher un petit peu comme un petit bonhomme qui avance, qui colle, et puis ensuite elle fait avancer son arrière, puis elle colle à l'avant, etc. Et donc les gens étudient beaucoup la motilité. Pourquoi on étudie d'abord notamment la motilité? Parce qu'il y a un cas très important dans lequel la motilité cellulaire intervient dans des maladies très graves, c'est que certaines cellules cancéreuses peuvent acquérir des motilités anormales et du coup disséminer dans d'autres tissus, ce qu'on appelle des cellules métastatiques. Donc les cellules métastatiques sont capables de migrer très très rapidement et du coup aller se disséminer dans d'autres organes, et donc on a des cancers qui se propagent dans d'autres organes. Mais il y a aussi le fait chez le cancer qu'elle contamine en fait les cellules qui sont à côté d'elle. Et c'est donc la motilité, du coup, elle intervient avec cet autre phénomène? Non, pas forcément. Je dirais qu'il y a plusieurs étapes dans le cancer. Déjà, la définition d'une cellule cancéreuse, la propriété principale d'une cellule cancéreuse, c'est que il y a une modulation au niveau du code génétique, peut-être parce que il y a eu une exposition à des radiations, à la lumière ultraviolette ou à cause d'un agent cancéreux. Et donc, ça va faire que la cellule va devenir hyper proliférative. C'est-à-dire qu'elle va commencer à se diviser de manière incontrôlée. Or, dans nos tissus, finalement, nous, la façon dont les cellules se divisent, prolifèrent, est très, très contrôlée. Donc, si on en produit trop, on va devoir déclencher de l'apoptose, de la mort cellulaire, pour pouvoir maintenir une sorte d'homéostasie en termes du nombre de cellules qu'on a au sein de chaque tissu, de chaque... L'homéostasie, c'est quoi? C'est une sorte de régulation, d'équilibre. Donc, on a à l'âge adulte, en tout cas, on a un nombre de cellules fixé à peu près pour chaque organe. Or, les cellules cancéreuses, elles échappent à ces règles et elles se mettent à proliférer. Et donc, de fait, comme elles prolifèrent, il y a deux aspects. Donc, en effet, elles vont affecter leurs cellules voisines parce qu'elles vont, entre guillemets, récupérer un peu toute la nourriture, tous les nutriments dans leur environnement. Donc, elles vont entraîner la mort, du coup, des autres cellules à côté. Pas forcément immédiatement la mort, pas de manière directe, mais en effet, ça va créer des dégâts autour de la tumeur. Et puis surtout, ça va créer en fait une masse de cellules qui grandit, donc une masse tumorale en fait, et qui au bout d'un moment va empêcher l'organe de fonctionner. Voilà, donc ça c'est une première étape, je dirais, un peu précoce de développement de cancer, et donc c'est vraiment lié à la prolifération, à la division cellulaire. Et d'ailleurs, la façon dont on continue en fait de traiter les cancers, c'est en utilisant des agents chimiques qui vont venir affecter la machinerie de division cellulaire, la mitose, notamment les microtubules, qui sont ces autres fibres qui sont très importantes pour réguler la division cellulaire. Mais d'ailleurs, ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est le fait que, notamment, j'avais du mal à trouver une image pour montrer que, au niveau du fonctionnement de la cellule, il y avait des différences, dans le sens où si on reprend l'image de pas de la mitose éventuellement, mais voilà, de la cellule eucaryote, qu'il y avait des différences, notamment au niveau des organiques, des composants, qui étaient totalement différents entre une cellule cancéreuse et une cellule normale. En fait, c'est pas une cellule cancéreuse, finalement, ça peut ressembler à une cellule normale, mais c'est juste qu'elle se divise beaucoup plus vite et de manière irrégulière, qu'elle échappe un peu aux règles que normalement toutes nos cellules respectent, quoi. Un peu, c'est comme voilà, quelqu'un qui respecte plus la loi de l'organisme, entre guillemets, et donc qui devient un problème, qui se multiplie. Donc en fait, visuellement, c'est souvent très difficile. Ce que les médecins utilisent pour voir les cellules en général, c'est qu'ils regardent l'état de l'ADN. Donc très souvent, comme les cellules cancéreuses se divisent très rapidement, elles vont avoir un nombre de chromosomes anormal, donc c'est ce qu'on appelle de l'aneuploïdie ou de la polyploïdie. Et donc ça, en général, c'est utilisé par les médecins pour caractériser l'état d'avancement d'une tumeur, par exemple. Je prends en cours de route une question de Francisi 2016 sur comment est-ce qu'on
non, j'ai un peu commencé à répondre, pardon. C'est est-ce que les cellules sont colorées comme sur les photos? Notamment, bah, les cellules d'oignon, je peux reprendre ça éventuellement, mais j'en ai d'autres où elles sont un peu violettes, mais Alors ici, elles sont violettes elles parce sont que vraiment violettes, du non, coup, elles sont là? pas vraiment Voilà. violettes parce qu'en fait, on utilise des colorants, pour faire ressortir, facilement l'ADN, et les membranes et donc ici, elles Mmh. apparaissent violettes. Donc souvent ces colorants vont avoir tendance à émettre voilà, dans le rouge Mais et cetera. Les cellules ne sont pas vraiment colorées pour la plupart. Par contre, vous le savez très bien, on a des cellules à la surface, mmh, de notre peau, de l'épiderme, qui, peuvent avoir des couleurs particulières et en fait, cette régulation se fait par, l'accumulation en fait au sein, du cytoplasme, au sein de la cellule, d'organites particulières qui vont être colorées. Donc, par exemple, c'est ça qui permet de donner la couleur, je sais pas, de poissons, d'animaux, les rayures des zèbres, les choses oui. comme ça. Donc, c'est des cellules qui, en effet, au sein de leur cytoplasme, accumulent des petites particules qui vont être plus ou moins noires, qui vont avoir des propriétés optiques, un peu particulières, qui vont émettre dans différentes longueurs d'onde et donc c'est ça qui donne la couleur. C'est pas du coup, c'est pas le gène, c'est pas un allèle? Non, Parce que oui, c'est vrai que je pensais que, par exemple, comme pour les yeux, notre ADN va coder pour, un gène et un allèle et qui va donner la couleur, alors tout à fait. des yeux Donc, bleus, donc marrons et voilà. cetera. Donc en effet, la spécification de la couleur de certaines cellules va dépendre d'un code Oui. génétique en effet et donc voilà, c'est pour ça qu'on a les yeux bleus ou les yeux noirs. Mais disons que c'est pas suffisant, quoi. C'est en fait, voilà, le mécanisme par lequel on produit, enfin une cellule a une certaine couleur, Ouais, va dépendre de la production OK, voilà, de particules, d'organites au sein de la cellule. Ouais. d'accord. Hem, je prends une autre question de Roulis d'ailleurs, sur, la différenciation cellulaire, c'est-à-dire est-ce qu'on peut transformer une cellule de notre sang en, neurone? Alors, voilà. Donc la différenciation cellulaire, qu'est-ce que c'est? C'est que, en fait, au sein de nos organismes, on a ce qu'on appelle des cellules souches, et une cellule souche, bon, il peut y avoir différents types de cellules souches. Les cellules souches sont capables voilà, de grandir, de se diviser, puis une fois qu'elles se divisent, elles vont produire souvent une autre cellule souche et une cellule qui va se différencier en une cellule plus spécialisée, par exemple un neurone, une cellule épithéliale, une cellule de l'épiderme, etc., etc., ou un globule rouge pour les cellules qui produisent, pour les cellules sanguines. Donc en fait, il existe au sein de nos organismes on a toujours en fait au sein de nos organismes des cellules pluripotentes, totipotentes, qu'on peut isoler de nos organismes et les réutiliser pour reproduire d'autres types cellulaires, puisque maintenant, en fait, depuis une dizaine d'années, on domine très bien des protocoles de différenciation cellulaire qui, à partir de sortes de cocktails chimiques, permettent de passer d'une cellule souche à la production de neurones. Et donc, on arrive même, en fait, maintenant, à partir de cellules souches humaines ou de cellules souches de souris, à produire des mini-organes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mot, des organoïdes. Oui, Donc, c'est oui, oui. quelque chose qui une sorte de direction très prometteuse pour la recherche, notamment pour différentes maladies, parce que en fait, à partir de cellules souches, on va créer dans une boîte de pétri une sorte de mini-intestin dans lequel on a toutes les cellules différentes qui permettent à l'intestin de fonctionner, et on peut même fabriquer des sortes de mini-cerveaux où on va avoir tous les différents types de neurones qu'on trouve dans nos cerveaux, et des cerveaux qui vont même fonctionner avec une sorte d'activité neuronale. OK. Voilà. OK. Notamment, quand je t'ai présenté, j'avais dit que tu avais fait des recherches sur le cytoplasme, donc qui est un élément que tu as présenté au niveau des organites et on ressent un peu enfin, j'ai une question plus par rapport aux questions de recherche que tu avais sur ton site internet et notamment le fait de comment une cellule peut sentir sa forme, sa taille et c'est vrai que le terme «sentir», ça m'interrogeait un petit peu comme terme. Oui, c'est un peu comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, la cellule a besoin de maintenir une sorte d'organisation très stricte parce que c'est essentiel pour sa fonction. Comme on l'a dit pour le neurone, il a besoin de savoir qu'il doit grandir tout droit. Et donc tout ça, ça implique une sorte de machinerie d'organisation au sein de la cellule qui est régulée en partie par le cytosquelette, mais aussi par des facteurs de signalisation, etc. Donc en fait, à chaque instant, la cellule doit être capable d'avoir une sorte de système pour mesurer sa taille, pour mesurer sa forme, pour savoir où est l'avant, où est l'arrière, par exemple, quand elle est en migration. Donc on utilise un peu ce terme de manière presque philosophique. Oui. Donc par exemple,
cet organisme dont on parlait, qui est le centrosome, le centrosome, dans toutes les cellules animales, on va le trouver exactement positionné au centre de la cellule. C'est sur la cellule eucaryote? Oui, il y avait un petit point qui était ici en haut à gauche. Je sais pas, pas sur l'écran même. Ici, c'est la centriole. Oui, d'accord. Alors, de Okay, fait, elle est mal Ouais. positionnée là, ils la mettent sur le côté. Mais en général, le centrosome, par exemple, est toujours au centre de la cellule. Et Ouais. il est au centre de la cellule parce que il sert de point central pour pour faire grandir justement ces polymères de microtubules, ces autoroutes. Ouais. Donc en fait, c'est comme si vous imaginiez une ville, et on met sur la place centrale de la ville, on la positionne au centre, l'église, Ouais. et depuis l'église, on fait partir toutes les routes en fait. Donc on sait en fait à chaque endroit de la ville comment retrouver le centre, et quand on part du centre, comment retrouver l'extérieur. C'est un peu le point de gravité. Voilà, c'est le point de gravité, si vous D'accord. voulez, même si la notion de gravité à ces échelles n'est pas très importante, mais c'est un peu le centre de gravité, exactement. Donc en effet, il y a des mécanismes qu'on étudie nous un peu, notamment dans le cadre de la division cellulaire, qui permettent à la cellule de sentir sa forme. Donc par exemple, un des mécanismes qu'on a beaucoup étudié pendant nos recherches précédentes, c'est comment une cellule va en fait se diviser suivant sa forme. Il faut imaginer que par exemple, si une cellule est très longue, elle va vouloir plutôt se diviser perpendiculairement à son axe long, parce qu'évidemment, ça va faciliter la génération de deux cellules filles qui seront un peu identiques. Et donc, le fait qu'elle se divise perpendiculairement à son axe long signifie qu'elle est capable de sentir sa géométrie, de sentir qu'elle a un axe long et un axe court. Et donc, nous, par exemple, on a beaucoup travaillé à essayer de comprendre comment, à l'intérieur de la cellule, des réseaux de microtubules et les forces qui génèrent sont capables finalement de sentir des règles, de respecter des règles géométriques et d'orienter la machinerie de division suivant certains axes au sein de la cellule. Et notamment, ça avait donné quoi tes recherches sur le cytoplasme? Je te laisse voir, pardon. Sur le cytoplasme, c'est-à-dire, après, est-ce qu'il va y avoir des conséquences sur la médecine, une approche peut-être moins fondamentale? Oui, alors nous, on a vraiment une approche fondamentale. Donc, peut-être le cytoplasme, je n'ai pas bien introduit ce que c'était. Le cytoplasme, c'est un peu, si vous voulez, tout le liquide qu'il y a à l'intérieur de la cellule. Donc, c'est une sorte de soupe un peu compliquée parce qu'il y a des protéines, il y a de l'ARN, il y a des organites, il y a plein de choses. Nous, ce qui nous fascine vraiment en ce moment, notre recherche, c'est d'essayer on peut montrer ce schéma, par exemple. Donc, il y a différentes échelles dans le cytoplasme, parce qu'il y a différents objets, en fait, qui flottent à l'intérieur de la cellule. Il y a des réseaux de cytosquelettes, vous voyez les filaments ici en vert, des organites que j'ai décrits, excusez-moi. Et puis, il y a des objets beaucoup plus petits, des macromolécules comme des protéines, de l'ARN, des ribosomes, etc. Et puis, il y a des objets encore tout petits, par exemple des ions, des métabolites, on a parlé de l'ATP, etc. Et donc, en fait, cette soupe a de multiples échelles, a des propriétés physiques qui sont fascinantes. Le cytoplasme est à la fois fluide, il peut s'écouler, donc il y a des flux au sein des cellules, mais il peut être aussi solide, c'est-à-dire qu'il peut résister aux déformations. Et donc, nous, en fait, on cherche à vraiment comprendre comment les propriétés mécaniques du cytoplasme sont régulées pendant le développement embryonnaire, et finalement, quelles implications elles ont pour la différenciation, pour la division cellulaire, pour des processus clés pendant le développement d'un embryon. Et donc, d'un point de vue des applications, je dirais, à des questions de médecine, par exemple, je vous parlais des cellules métastatiques. Il a été proposé que finalement le cytoplasme devient beaucoup, beaucoup plus fluide dans les cellules métastatiques, de façon à ce que ces cellules arrivent à se déformer de manière beaucoup plus facilement que d'autres cellules, et ça leur permettrait comme ça de naviguer au sein des tissus, de se déformer. Et voilà. Donc, les gens pensent, exactement. Donc, les gens pensent qu'en effet, la modulation des propriétés physiques du cytoplasme va avoir un impact sur certaines propriétés macroscopiques des cellules, et que ça peut être une sorte de marqueur. Les propriétés physiques du cytoplasme pourront servir de marqueur, par exemple, pour caractériser l'état métastatique de cellules. Ok. Et d'ailleurs, c'est vrai que je l'avais dit au début, par rapport à la question de Roulis sur quel type de cytoplasme vous utilisez. Il me semble que c'est des oursins, c'est ça? Voilà. Donc en fait, on utilise au laboratoire des embryons d'oursins. Donc vous voyez ici à gauche, vous voyez un œuf d'oursin. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce système? Parce que en fait, notre spécialité finalement au laboratoire, c'est faire un petit peu des études à l'interface entre la physique et la biologie. Donc on travaille sur des organismes vivants, sur des cellules, donc c'est de la biologie qu'on fait,
mais on utilise des outils issus de la physique, un peu des mathématiques aussi, pour répondre à des questions biologiques. Et en fait, l'embryon d'oursin, je dirais le système d'oursin a vraiment un avantage par rapport à d'autres systèmes, ce qui est qu'en fait, une femelle d'oursin, donc comme un animal que vous pouvez voir au bord de la mer, va produire énormément de gamètes. Donc une femelle va nous donner des millions d'œufs, Ah oui, en c'est fait, beaucoup. alors qu'un mâle va nous donner des larges quantités de sperme. Et en fait, il suffit juste de mélanger une goutte de sperme avec ses œufs et vous allez voir la fertilisation se produire à toute l'échelle de tous les œufs en fait, que vous avez fertilisés. Donc en fait, ça nous permet d'avoir un système très très reproductible, presque quantitatif en fait, qui nous permet d'établir des bases très solides pour faire des analyses, je dirais, plus quantitatives, plus théoriques, plus physiques. Donc ça, c'est un des avantages. Pour étudier le cytoplasme, l'autre avantage, c'est que l'embryon d'oursin, comme vous voyez ici, cet œuf, c'est un œuf très très grand. La cellule fait typiquement... L'œuf dont tu parles, c'est celui qui est derrière, c'est ça en fait, que j'utilise en fond d'écran. On le voit aussi On voit ici, là gauche là, Ok. sur cette photo. Ici, c'est un œuf d'oursin en Ok. fait, avant fertilisation. Donc, il fait 100 micromètres de diamètre. Donc, il faut imaginer que 100 micromètres, c'est une très très grosse cellule, quoi. En général, les cellules font plutôt une dizaine de micromètres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir une très grande cellule, ça veut dire qu'en fait, le cytoplasme est très vaste. Et donc, ça nous permet d'avoir une sorte d'espace très très large pour étudier le cytoplasme. D'accord. Voilà, donc là, il y a un volet un peu technique. Oui. Du fait qu'on ait beaucoup d'embryons, que le cytoplasme soit très vaste, qui nous permet en fait de faire des études poussées et fines sur le cytoplasme. Et donc vraiment la question centrale, on exploite l'oursin parce que c'est un système, après fertilisation, vous savez que l'œuf va se diviser et donc ça va produire un organisme multicellulaire. Et donc là, pour le coup, l'organisme multicellulaire, vous commencez à le voir apparaître sur le fond de l'écran. Donc ça, c'est un embryon d'oursin au stade qu'on appelle le blastule en fait, où il y a beaucoup de cellules déjà. Et donc, en fait, on étudie du coup la régulation et la fonction du cytoplasme dans le cadre du développement multicellulaire. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres organismes qui sont très utilisés en biologie cellulaire? Ouais, donc la question du choix de l'organisme en biologie généralement et en biologie cellulaire surtout est très, très importante. Et je dirais souvent, en fait, on choisit un organisme adapté à la question qu'on pose. Oui, c'est sûr. Et donc, certains organismes ont des avantages, mais d'autres des avantages. Voilà. Et donc, par exemple, les gens qui étudient le cancer n'ont pas le choix que de travailler sur des cellules humaines. Les gens qui étudient des processus plus fondamentaux, comme la division cellulaire, en fait, pourraient travailler sur des organismes comme des levures, des bactéries, des embryons d'oursin ou n'importe quelle cellule, puisque toutes les cellules se divisent. Donc, ça va vraiment dépendre un peu du point de vue de la question. Et il y a ce qu'on appelle en biologie des organismes modèles. Pourquoi des organismes modèles? Parce qu'en fait, techniquement, ils combinent toute une série d'avantages qui vont permettre en fait d'aller très très loin dans le genre d'outils qu'on va pouvoir utiliser pour répondre à une question. Donc peut-être que vous le savez, il y a beaucoup de chercheurs en biologie cellulaire, en biologie du développement, qui utilisent la mouche, la drosophile. Oui, la drosophile, oui. Pourquoi la drosophile? Parce que c'est un système génétique très puissant, puisque les mouches vont se reproduire très rapidement, un temps de génération de quelques jours en fait. Et donc on peut finalement créer des mutants de mouches et étudier d'un point de vue génétique en fait les bases du développement ou la base de la régulation multicellulaire ou même de la fonction cellulaire. Voilà. Donc, il y a les organismes modèles que vous allez trouver typiquement dans les laboratoires. Ça va être les mouches, les drosophiles. On va trouver, il y a des nématodes, une sorte de petits vers, en fait, C. elegans, qui est un autre organisme modèle très classique. On trouve des gens qui travaillent sur des cellules, des lignées cellulaires qui sont immortalisées, des cellules humaines, comme les cellules HeLa, qui viennent d'un cancer d'une dame aux États-Unis et qui ont été maintenues, en fait. Et donc, c'est ce qu'on appelle des lignées immortalisées. D'accord. Et qui peuvent se reproduire in vitro dans des boîtes de pétri, donc c'est très pratique. Les gens utilisent les levures aussi. Les levures sont un système pour la biologie de base de l'eucaryote, en fait, puisque les levures sont des eucaryotes, très simples, puisqu'on peut manipuler son génome très facilement, créer des mutants, comprendre un peu les bases moléculaires de la vie grâce à ça. Donc voilà, chaque organisme, il y a plein d'organismes modèles, ça va dépendre. Il y a des laboratoires qui combinent différents organismes modèles. Ça va dépendre un peu du niveau de la question qu'on veut poser.
D'ailleurs, une question de Francisi 2016, mais je pense que du coup, ça va dépendre beaucoup, des organismes, quoi. L'œuf, j'imagine, c'est quand les gamètes se rencontrent, Alors, je c'est même pense, ouais. avant, en Ah, même fait. avant, ouais. Voilà, ça, on appellera ça plutôt le zygote. Une fois qu'il y a eu fertilisation, l'œuf devient le zygote. L'œuf, en général, c'est même avant fertilisation, hein. Donc, l'œuf de poule qu'on mange n'est pas un œuf fertilisé. Donc, en effet, il y a des œufs de toutes les tailles. Je pense que les plus grands sont les œufs d'autruche. L'autruche, oui, c'est pas il y a pas un truc comme quoi c'est le truc le plus grand, la cellule la plus grande au Alors, monde? c'est la cellule la plus grande, mais il faut voir que les œufs d'autruche, d'oiseaux en général, sont remplis principalement de vitellus, Mmh. donc un peu le jaune d'œuf, quoi, si vous Ouais. voulez. Et donc ça, en fait, on considère pas vraiment que ce soit l'espace cellulaire, parce que c'est pas Mmh. vraiment le cytoplasme. Donc la partie vraiment où les noyaux et les cellules vont se diviser est très 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 petite. Donc officiellement, je pense que l'œuf, la cellule la plus grande, c'est l'œuf de Xénope, qui fait 1 millimètre de diamètre, parce que OK. là, pour le coup, tout l'œuf va vraiment se diviser entièrement et créer des grandes cellules au fur et à mesure. Alors que voilà, l'œuf de poule ou l'œuf d'autruche, On démonte un mythe. voilà. Alors, voilà, en apparence, c'est voilà, je dirais la Oui, c'est cellule ça, la plus vu que, grande, mais il y c'est a pas considéré mmh. vraiment comme une cellule parce que c'est juste une toute petite partie Puis du de cette entité qui va se Oui, c'est diviser. ça, puis de toute façon, il y a pas tous les autres, enfin, il y a pas la membrane avec le noyau et cetera, au Voilà, final, tout ça donc est compartimentalisé dans mmh, une couche. petite fine, couche très très fine à la surface de l'œuf, pardon, OK. qui est en fait superposée à tout un énorme paquet de vitellus qui va servir en fait à nourrir le développement de l'embryon. D'accord et Et pour répondre peut-être à une question importante, l'œuf humain fait 100 micromètres de diamètre, voilà, OK. à peu près 80, je Donc crois. contrairement du coup à celui du coup, tu me disais du xénotope? Du xénope, c'est la grenouille, quoi, en Xénops, fait, la hein, pardon, grenouille, oui, qui se fait 1 millimètre, 1 elle. millimètre, voilà. OK, Donc d'accord. il y a quand même une différence de taille. On trouve des œufs plus petits, il y a des œufs qui peuvent aller jusqu'à une vingtaine de micromètres. Mais bon, en général, dans un organisme, l'œuf est la cellule la plus grande. OK. Merci beaucoup pour vos questions. J'en ai une autre. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions, tout au long du live. De je sais pas comment prononcer ton pseudo, je suis désolée, Langan sur, l'impact de l'IA sur la recherche, les recherches cellulaires. Ouais. Alors, il y a une sorte de L'impact de l'IA, révolution en fait qui est liée à l'émergence de l'intelligence artificielle, qui est qu'en fait la biologie cellulaire, comme tu l'as introduit, dépend finalement d'un outil principal qui est la microscopie. Puisque Mmh. pour faire de la biologie cellulaire, on a besoin de regarder, d'imager les cellules. Alors ça, évidemment, la microscopie a énormément évolué et l'intelligence artificielle est apparue au cours des 5 dernières années, je dirais, comme un outil surpuissant pour faire de l'analyse d'images. C'est-à-dire qu'une fois qu'on part d'images, maintenant, en fait, on a des microscopes qui sont super puissants, des systèmes modèles qui nous permettent de regarder plein de protéines, plein de choses à la fois. Et donc, en fait, on va avoir tendance à accumuler des films, des images de plein de tissus, de cellules, d'organismes, d'organes, etc. Et très souvent, c'est difficile de faire quelque chose avec ces images parce qu'il y a une sorte d'information énorme en fait qui est contenue. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est être capable, par exemple, si on veut s'intéresser à la forme cellulaire, de segmenter chaque cellule, de dessiner le contour de chaque cellule au sein d'un tissu. Donc, imaginez votre oignon. Là, si on avait des milliers de cellules, on aimerait finalement récupérer la forme, par exemple, de toutes ces cellules. Et à l'époque, moi, quand je faisais ma thèse, on dessinait le contour des cellules à la main. Et maintenant, en fait, il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui sont juste assez hallucinants, assez extraordinaires, révolutionnaires, qui font en quelques clics, en fait, sont capables de segmenter, d'extraire toute l'information et de permettre, en fait, de reconstituer, de donner des chiffres, des nombres, voilà, des aspects dynamiques, des aspects même génétiques, enfin, plein de choses, finalement, sur le contenu des images. Donc, bon, voilà, l'intelligence artificielle en termes d'analyse d'images, ça a été une vraie révolution. Après, il y a d'autres niveaux où l'intelligence artificielle est en train en fait d'émerger comme très puissante. Donc nous, par exemple, ce qu'on fait beaucoup au laboratoire, c'est que on écrit des programmes, par exemple, sur Python, par exemple, on code sur R, on code sur MATLAB, etc. Et ces programmes nous permettent de faire par exemple, des simulations numériques, voilà, des sortes de modèles mathématiques.
Et ça, à une époque, quand on devait programmer, c'est vrai que dans le labo, il y a la moitié des gens qui sont là avec leur casque et qui programment et qui cherchent, etc. Et donc, quand on doit programmer, pour ceux qui l'ont déjà fait, on doit chercher la fonction, comment on fait ça, je me suis trompé, pourquoi ça marche pas. Et maintenant, en fait, par exemple, ChatGPT, on lui pose une question sur j'aimerais faire ça pour mon programme, et lui, il nous fait des lignes de code assez hallucinantes. Donc, en fait, il y a des raccourcis qui sont liés à l'intelligence artificielle en termes de d'extraire du contenu à très large échelle, de manière systématique, mais aussi d'écrire des codes ou même, par exemple, de générer des protocoles. Il y a même des systèmes d'intelligence artificielle qui maintenant se proposent de générer des protocoles, voire d'écrire des articles, de faire des choses comme ça. Dans la recherche scientifique en général, de toute façon. Donc, il y a une vraie révolution à ce niveau-là. Après, ça remplace pas tout, quoi. Bien sûr. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui pensent à la manip, qui peuvent interpréter, qui connaissent un peu tout l'historique, etc. Pour faire de la bibliographie, par exemple, c'est très utile aussi. Il y a une question de Yast0 sur les conséquences de ces recherches sur la médecine. Et c'est vrai que j'en parlais un peu au début. C'est vrai que pour comprendre le fonctionnement d'une cellule, c'est aussi comprendre du coup ses dysfonctionnements. Exactement. Donc ça, c'est un peu... je vais être honnête, nous, on fait de la recherche fondamentale, principalement. Donc, on développe des outils en utilisant des systèmes modèles. Il n'y a pas de cancer chez les oursins. En tout cas, ça n'a pas été tellement étudié. Donc, on ne va pas essayer d'étudier le cancer. Mais par contre, on étudie tous les jours dans notre laboratoire. Finalement, la question centrale, c'est la division cellulaire, le cytoplasme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, la division cellulaire, c'est la machinerie qui est la plus dérégulée dans la prolifération des cancers, finalement. Et le cœur de la machinerie qui permet de faire de la division cellulaire, donc ce qu'on appelle les microtubules, le fuseau mitotique. D'ailleurs, j'avais un schéma des anticancers. Allez-y. Qu'on n'avait pas évoqué, c'était la mitose, qui est la division cellulaire, du coup, tout simplement. Voilà, exactement. Là, vous voyez, dans la métaphase et l'anaphase, vous voyez des sortes de fibres, en fait. Ici, en fait, il y a des vraies fibres. On peut les voir dans l'image de fond. Peut-être si vous mettez l'image de fond, il y a des cellules, des vraies cellules en division. Je ne sais pas si on peut la voir. Alors, tout en haut, peut-être, là, vous l'avez. Je pense je vais peut-être laisser Valentin le faire, qui est en régie technique. Pour qu'on la voit mieux, vous voyez en rouge là dans ces cellules, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les microtubules, et les microtubules forment ce qu'on appelle un fuseau mitotique. Vous voyez, ça a une forme de ballon de rugby, et au milieu de ce fuseau mitotique, ce qu'il y a, c'est l'ADN, c'est les chromosomes, et donc ces microtubules, en fait, c'est la machinerie qui permet de ségréger l'ADN pendant la division cellulaire. Donc c'est vraiment, je dirais, le mécanisme, l'élément clé pour la division cellulaire. Et en fait, la plupart des anticancéreux qu'on administre encore de nos jours sont des molécules qui finalement vont cibler la dynamique de ces microtubules, notamment des dérivés du Taxol, en fait. Et donc, en fait, on cherche finalement, quand on va traiter des cancers, à affecter la division cellulaire, parce que tout simplement, les cancers, ce qu'elles font, les cellules cancéreuses, ce qu'elles font, c'est qu'elles se divisent. Et donc, le but, c'est pour éliminer une tumeur par chimiothérapie, c'est d'aller affecter la division cellulaire. Donc, en effet, ce qu'on fait, c'est de la recherche très fondamentale, mais finalement, tout ce qu'on étudie sont des mécanismes qui sont liés complètement à l'émergence de cancer, voire à l'émergence de maladies développementales, puisqu'on étudie le développement, la spécification de destin cellulaire, etc. Ok. Une question de Roulis sur comment on peut observer une cellule en 3D, notamment celle qu'on a derrière. C'est en 3D, non? Voilà, donc là, c'est un embryon multicellulaire, donc il y a beaucoup de cellules, et en effet, on a fait de l'imagerie en 3D. Alors, la microscopie, donc les échantillons vont avoir des tailles, des épaisseurs différentes, et il y a depuis maintenant une vingtaine d'années un type de microscopie qu'on appelle la microscopie confocale, en fait, qui est finalement qui permet de faire de l'imagerie en 3 dimensions assez précises de tissus multicellulaires ou de grandes cellules, par exemple. Et donc le principe, en fait, c'est que pour faire de l'imagerie, en général, on éclaire un échantillon et puis on récupère la lumière. Et ce que fait la microscopie confocale, c'est qu'elle va éclairer au fur et à mesure des tranches de cet échantillon, un peu comme si on découpait l'échantillon au fur et à mesure avec un laser, et puis on récupère seulement la lumière qui vient de ces tranches. Donc en fait, on récupère ces tranches, on fait ce qu'on appelle un stack, et puis ensuite on peut reconstituer le volume en 3 dimensions à partir de ce stack. Voilà. Ok. On peut enchaîner d'ailleurs sur la question de Francisi 2016 sur l'erreur qu'on a en division cellulaire.
et c'est lié, mais selon moi, c'est pas lié au matériel génétique notamment, non? Voilà, donc Ou à l'ADN, hein? si on peut remontrer, une photo de De soit le schéma que vous aviez de la mitose. Ouais? Donc il y a une étape clé, vraiment pendant la division cellulaire. Non, c'est pas ce Ouais, ah, je il suis marche en pas. train Bon, de le c'est pas grave. retrouver aussi. Donc Ah, en effet, petit souci. ou alors juste l'image de fond, regarde, un peu Heu, plus haut là, si tu veux, on la voit à peu près. Celle-là? Ouais, voilà, derrière, en fait, ce qu'on voudrait voir, c'est derrière, mais c'est pas grave. Heu Bon, Petit souci d'image, c'est désolé, pas ça grave. arrive. Pendant la division cellulaire, donc on forme ce fuseau mitotique et donc la première phase de la division cellulaire, c'est la mitose et donc en fait, tous les chromosomes vont être alignés, tous les chromosomes de la cellule vont être alignés dans un plan métastatique exactement au milieu du fuseau et puis dans une deuxième étape, en fait, ce qu'on appelle l'anaphase, on va ségréger ces chromosomes et évidemment, quand on va les ségréger, il faut s'assurer qu'on les ségrège de manière très symétrique de façon à ce que chaque cellule fille récupère exactement tout le matériel génétique. Voilà. Ah super, Voilà on les a stages retrouvé de une la image. mitose. Voilà, donc vous voyez ici l'anaphase qui est décrite tout là en haut, un peu à droite. Ben, vous voyez l'anaphase, on a ségrégé les chromosomes de chaque côté de la cellule de façon à ce que lorsque la cellule va se diviser physiquement, donc au moment de la cytocinèse, donc qui est la dernière étape, et ben, on est sûr que les deux cellules filles finalement auront récupéré Les mêmes, chacun ouais. exactement la même copie du génome. Et ben, il se trouve que quand on fait ça trop vite ou quand on fait ça un peu mal, et ben, de temps en temps, on va oublier un chromosome ou on va casser un bout d'ADN. Et donc, on va générer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des cellules qui sont aneuploïdes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le bon nombre de chromosomes. Et là, ça peut devenir catastrophique. En effet, du coup, lorsqu'elles perdent un chromosome, elles perdent énormément d'informations génétiques ou lorsqu'elles en ont trop, il y a un gain de fonction qui se fait. Et donc, en effet, il peut y avoir des conséquences comme de l'hyperprolifération. Et donc, c'est typique que les cellules cancéreuses qui sont hyperprolifératives et qui font les choses de manière rapide et pas très propre, en fait, sont aneuploïdes. Et encore une fois, les médecins utilisent cette caractéristique souvent pour imager en fait les tumeurs et pour caractériser les tumeurs. On regarde juste l'ADN, on compte le nombre de chromosomes et on est capable de dire s'il y a des phénotypes d'aneuploïdie. Et donc, c'est souvent un signe qu'il y a un cancer qui est en train de se développer. Après, en général, dans ces cas-là, la cellule, elle meurt avant ou... Alors, une cellule normale, oui, va, en effet, lorsqu'une cellule normale de notre organisme, ou même une cellule de levure, fait une aneuploïdie, il y a des signaux dans la cellule qui vont lui dire « Oh là là, ça va pas, on s'arrête » et qui vont déclencher ce qu'on appelle l'apoptose. Donc, l'apoptose, c'est une mort cellulaire programmée. Et en effet, lorsqu'une cellule fait une erreur, ben, elle l'accepte et d'elle-même, elle s'arrête et elle meurt. Et donc ça, c'est évidemment un mécanisme essentiel pour le maintien de l'intégrité génétique, puisque il faut qu'on s'assure que finalement chaque organisme donne naissance à un organisme qui est similaire. Parce que plus elle vieillit, plus il y a un risque d'erreur. Voilà, il y a aussi ça. Alors ça, là, on rentre dans les phénomènes de vieillissement qui sont un peu plus liés, bon, par exemple, à ce qu'on appelle les télomères, qui sont les bouts de l'ADN qui sont mal répliqués, qui sont pas vraiment répliqués à chaque mitose. Donc plus on vieillit, qui se trouvent sur les chromosomes, c'est voilà, ça, exactement. C'est des bouts des chromosomes. Et donc, c'est vrai que quand on vieillit, les télomères se raccourcissent. Et donc, du coup, voilà, ça peut créer des effets de sénescence où les cellules, du coup, vont avoir tendance à mourir, à vieillir ou à pas se comporter très, très bien. Mais je dirais la cellule cancéreuse, pour revenir, donc quand il y a une erreur, quand il y a une aneuploïdie, en fait, la force, je dirais l'horreur de la cellule cancéreuse, c'est qu'elle elle va échapper aux signaux apoptotiques et elle va continuer en fait à se répliquer, à proliférer et donc de fait elle échappe un peu à cette règle que lorsqu'on a ségrégé mal le matériel génétique, et ben on meurt. D'accord. Pour conclure un peu ce live, je voulais savoir un peu ce qu'il y avait comme les choses qu'il y avait encore à savoir sur la cellule, parce que ça a beau être l'unité de base du vivant avec qu'on a découvert du coup dans les années 1600, mais je pense qu'il y a encore des choses qu'on connaît pas encore sur la cellule, sur son fonctionnement, sur les je sais pas, sur ses organites, je pense qu'on a peut-être tout découvert, mais je pense qu'il y a encore des choses qui restent encore un peu mystérieuses. Je dirais peut-être un des points centraux, c'est quelque chose qui est en train d'émerger énormément là depuis quelques années, c'est que comme je vous l'ai dit, on a beaucoup étudié les cellules à partir d'organismes modèles. Donc, par exemple, on sait énormément de choses sur la cellule de levure. Parce qu'il y a eu des centaines de labos qui ont exploité ses propriétés génétiques, sa facilité d'expérimentation. On sait beaucoup de choses sur la drosophile, on sait beaucoup de choses sur... Voilà. Et je pense que ce qu'on n'arrive pas bien à comprendre, en fait, c'est en termes de diversité. Finalement, des cellules, il y en a
plein, 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 mais on en a observé que vraiment une toute petite partie, quoi. On a vraiment Tu un touché que, pourcentage? voilà, je ne saurais même pas voilà, parler de pourcentage, mais je pense qu'on est en dessous du 1 pour 1000 ou du 1 pour 10 000, quoi. Et donc, en fait, les gens, maintenant, se mettent, comme les outils ont vachement progressé en termes de biologie moléculaire, d'imagerie, etc., il y a une grosse tendance, en fait, qui est d'aller faire de la biologie cellulaire, finalement, sur des cellules un peu plus extrêmes, un peu plus rares. Donc, c'est pour ça, par exemple, on a parlé des archées qui viennent d'être découvertes dans des milieux complètement hostiles. Il y a... voilà, donc on essaye d'étudier la cellule un peu dans son environnement, voilà, des cellules un peu qu'on n'a pas l'habitude d'étudier. Et en fait, en faisant ça, on découvre plein de nouveaux mécanismes, de nouvelles façons finalement de définir une cellule, de définir sa fonction, la migration, la division, etc. Puisqu'il y a toute une sorte de diversité par laquelle l'évolution en fait a permis que ces mécanismes clés pour la vie cellulaire soient conservés, mais régulés de manière différente. Donc je pense que voilà, en termes de lier un peu biologie cellulaire, évolution et diversité, ça c'est une sorte de grosse question qui est en train d'émerger, qui est à mon avis très intéressante pour la recherche fondamentale. Je pense qu'on va prendre les dernières questions, si jamais vous en avez des dernières questions pour ce live, notamment sur l'intervention sur la division cellulaire. Donc, Oui, tout à fait. Donc, en fait, en laboratoire, on a plein de méthodes pour venir intervenir directement sur une cellule qui est en division. Donc, par exemple, nous, au laboratoire, on a développé ce qu'on appelle des pinces magnétiques. On peut injecter au sein des cellules des petites particules magnétiques et en amenant un aimant à l'extérieur, finalement, on peut exercer des forces. Et donc, en faisant ça, finalement, on peut déplacer la machinerie. Bon, vous voyez, le fuseau mitotique ou le noyau, ou même les chromosomes individuels, on peut les déplacer et les forcer à se mettre à un autre endroit dans la cellule et regarder comment, finalement, la cellule va répondre. Donc, une cellule qui normalement devrait se diviser symétriquement, on arrive à la transformer à une division asymétrique en faisant une petite cellule, une grosse, et on peut étudier les conséquences de ça. On peut utiliser des lasers, par exemple sur les microscopes. Maintenant, on a des systèmes de lasers qui sont un peu comme un petit couteau microscopique, et on peut venir par exemple couper les microtubules du fuseau et puis regarder comment la cellule répond. Donc, on a plein de façons, autant chimiques que physiques, d'intervenir sur la division cellulaire. D'accord. Et une question d'ailleurs que je me posais, c'était sur la cellule humaine, parce que tu disais notamment que qu'on étudiait des cellules de plus en plus extrêmes. Et donc, je me demandais à quel point la cellule humaine était difficile à étudier. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des lignées cellulaires. On a des modèles de lignées cellulaires, donc on est capable d'avoir des cellules humaines finalement qui grandissent dans des boîtes de pétri, mais ces cellules sont en général ne représentent pas vraiment ce qui se passe dans notre organisme. Donc, je dirais il y a une certaine limite à ce qu'on peut apprendre en utilisant ces lignées cellulaires. Mais voilà, la révolution finalement, là, depuis une dizaine d'années, c'est les cellules souches, la possibilité de faire des organoïdes humains, c'est-à-dire que demain, je vais pouvoir prendre un petit bout de votre intestin, faire une biopsie, relâcher les cellules souches, redifférencier pour faire des mini-intestins qui auront exactement le même code génétique que toi. Et ça, si jamais tu as une maladie, je vais pouvoir étudier la maladie dans une boîte de pétri. Donc en fait, la biologie humaine, je dirais, la biologie cellulaire humaine est en train d'évoluer très rapidement par le biais notamment de ces cellules souches qu'on est capable de différencier in vitro. D'accord. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour le live. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci. C'était super intéressant de voir comment ça fonctionne une cellule, parce que c'est vraiment l'unité de base du vivant, et finalement, on connaît pas vraiment comment elle fonctionne en général. Donc c'était super intéressant. Vous pourrez retrouver d'autres lives. On n'a pas encore de date, mais il y en aura d'autres sur la chaîne Twitch. Et puis en attendant, vous pourrez toujours lire nos articles sur notre site web, aller regarder nos vidéos, lire les magazines que j'ai présentés. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous. Merci au d'avoir revoir, écouté. bonne Au soirée. revoir.